Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, la formule ne change pas, vous la connaissez maintenant. Je viens de lire 4 livres et je n'attends pas plus longtemps pour pouvoir vous en parler. Pourquoi je n'attends pas plus longtemps? Eh bien, comme ça, tout est bien frais dans ma mémoire et je peux vous parler fidèlement de ces différentes histoires. Et puis aussi parce que le format se prête particulièrement bien à ce genre de vidéo, puisque pour 4 livres, on est à 20-25 minutes, une demi-heure grand maximum. Et comme ça, tout le monde est content, ça ne dure pas trop longtemps. Vous connaissez ma propension un petit peu trop blablaté et voilà. 4 livres, c'est très bien comme ça. Bref, on commence tout de suite, histoire de ne pas perdre de temps, avec l'introduction. Alors, aujourd'hui, on a un thriller, un document politique et 2 romances. Et on va commencer tout de suite avec le thriller. J'ai lu Dernier Sacrement de M.J. Harlich aux éditions Les Escales. Vous connaissez sans doute M.J. Harlich. Moi, je suis ultra fan de M.J. Harlich grâce à sa saga sur Hélène Grace avec le personnage récurrent d'Hélène que j'aime beaucoup et qu'on aime tous beaucoup. Je pense qu'on est pas mal à bien l'aimer et du coup quand j'ai su qu'il y aurait un nouvel M.J. Harlich, je me suis dit oh trop cool, il me le faut, il me le faut, il me le faut et les Escales ont accepté de me l'envoyer. Alors autant le dire tout de suite, si vous vous attendez à la même chose avec ce livre-là qu'avec la saga Hélène Grace, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au front ou dans l'oreille, je ne sais pas. Mais c'est très différent. Alors, dans ce livre-là, on a 2 choses qu'on retrouve déjà dans les autres M.J. Harlich. On a les chapitres très courts, si on peut encore appeler ça des chapitres, parce que parfois le chapitre fait 1 page. Est-ce que c'est des chapitres? Je ne suis pas sûr. Et le style extrêmement addictif qui va vite, ça se lit très vite. Dès que vous avez 2 minutes, vous lisez 1 page. Dès que vous avez 1 minute, vous lisez un chapitre en fait, parce que les chapitres sont tellement petits que voilà. Dans cette histoire, on suit Cassie, qui est une jeune adolescente, mais qui n'est pas une jeune adolescente comme les autres. Qu'elle a une capacité, c'est de, dès qu'elle regarde quelqu'un dans les yeux, elle sait quand est-ce que cette personne va mourir, mais en plus comment. Et ça va plus loin que ça, c'est presque une malédiction, parce que non seulement elle le voit, mais elle le ressent. C'est-à-dire que si elle voit que quelqu'un va se faire poignarder, eh bien elle ressent comme si on la poignardait elle-même. Et donc, on suit cette jeune fille, on suit son psychiatre qui s'appelle Adam, et puis on suit des policiers en parallèle. Alors, toute la première partie du roman, une grande partie du roman, tient essentiellement presque au roman d'ambiance. C'est-à-dire qu'on suit beaucoup Cassie, on suit son histoire, l'histoire de sa capacité et sa psychologie. Forcément, quand vous voyez quand est-ce que les gens vont mourir, dans quelles conditions, et qu'en plus vous le ressentez vous-même, côté psychologie, c'est pas facile, hein, n'est-ce pas? Déjà rien que le voir, ça doit pas être super chouette à vivre de voir comment chacun va mourir, quand, etc. Mais en plus le ressentir, vous imaginez. Et donc Cassie est un petit peu perdue avec cette capacité, parce que non seulement il y a tout ce côté psychologique, mais en plus de ça, il y a tout le côté, est-ce qu'elle doit prévenir les victimes, est-ce qu'elle doit ne rien dire, est-ce qu'elle doit essayer de les sauver. Elle essaye de les prévenir, elle essaye de les sauver, mais souvent ça se retourne contre elle, etc. etc. Et puis on suit son psychiatre qui s'appelle Adam. Et pour Adam, eh bien, Cassie est très intéressante parce que
son moi de psy, son côté psychiatre, veut absolument non seulement comprendre ce qui se passe pour Cassie, mais en plus l'aider. Sauf que bah, aider une jeune fille qui a une capacité comme ça, tout en ne croyant pas qu'une telle capacité puisse exister, et tout en pensant que bah, soit elle est folle, soit elle invente, soit elle a l'impression que c'est vrai, mais en fait c'est pas vrai, c'est pas super super facile. Et puis en parallèle de ça, je vous le disais, ça démarre dans la première partie, ça prend plus de place dans la deuxième. On a une enquête policière parce que les personnes qui meurent, les personnes que Cassie voit mourir dans ses flashs, dans ses visions, elles meurent pas de cause naturelle dans leur sommeil, dans leur lit. Vous voyez le genre? Elles meurent parce qu'on les assassine. Et donc, eh bien, il va y avoir l'enquête policière pour découvrir qui tue tous ces gens. Et on est donc devant le cas classique d'un tueur en série. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est plus calme que du MG Ralitch habituel. On a moins cette sensation d'urgence, cette sensation de vite, 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 vite. On a moins d'attachement au personnage, forcément, puisqu'Hélène Grace, ça se passe sur Sito, mais ici, on a qu'un one-shot. C'était vraiment très chouette. Après, c'est pas le genre de roman que je relirai sans doute un jour, mais j'ai passé un bon moment. Et puis, tous les personnages sont assez intéressants, surtout le tueur en série, que quand on apprend pourquoi il fait tout ça, on se dit non, mais il a pas toutes les frites dans le même sachet, le gars. Et puis, cette pauvre Cassie, quand même, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu en compassion avec elle. Hein, de se mettre 2 secondes à sa place. Et puis il y a les policiers, dans les policiers il y a de tout, et il y a le fameux cliché, parce que ça devient un cliché dans les policiers quand même, de cette policière qui croit dur comme fer qu'elle a compris qui est le coupable, qu'elle a tout compris, etc., qui fonce dans le tas, qui veut pas faire attention aux indices qui se présentent devant elle, et voilà. Donc j'ai passé un super bon moment, le livre n'est pas très long. Il fait 458 pages, mais j'ai passé un super bon moment. Ensuite, on passe à un livre document politique. Vous savez que je suis passionné par la politique américaine, et donc j'ai lu Et s'il gagnait encore de Jean-Éric Brana aux éditions VA Press. Alors je voulais absolument lire ce livre-là, d'abord parce que je suis passionné par le sujet. Vous savez que c'est une année électorale aux États-Unis cette année-ci, et puis je suis Jean-Éric Brana sur Twitter depuis un bon moment maintenant, et c'est un journaliste spécialiste des États-Unis que j'aime beaucoup, et qui est considéré comme assez impartial, même par les pro-Trump. En général, même les pro-Trump reconnaissent que Jean-Éric Brana donne des vrais actus. C'est le cas de tous les journalistes, mais en général, dès qu'on dit du mal de Trump, les pro-Trump sont là. Oh là là, fake news. Fake news. Hein, comment ça me les... Bref, c'est pour ça que je voulais lire ce livre-là. Alors, il est super bien fait. Le premier point qu'il faut souligner, c'est que Jean-Éric Brana est très clair, très pédagogue, explique les choses très, très bien, très clairement, enfin, vraiment, c'est super bien fait, c'est compréhensible de tous. Enfin, voilà, si vous avez envie de vous documenter un petit peu plus sur comment ça se passe, etc., etc., ce livre-là est très bien fait pour vous. Moi, je l'ai acheté de mes petits sous, hein, il coûte quand même 24 €, je trouve ça un peu cher. J'ai dit à mon père, je suis pas sûr que j'ai super bien fait de l'acheter, dans le sens où, comme moi je suis l'actu, le sujet et tout ça depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de choses dans le livre que je connaissais déjà, mais pour les néophytes, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça peut être vraiment une bonne entrée en matière. Niveau contenu, on a un large spectre de sujets. Tout d'abord, vous avez tous les candidats à la primaire démocrate qui sont abordés. Alors, vous avez les candidats peu connus, comme Kamala Harris, Cory Booker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a des dizaines, hein, mais maintenant que je dois les donner, je vais pas y arriver. Oui, Amy Klobuchar et compagnie et compagnie. Et puis, il vous présente les trois favoris, les trois principaux,
qui sont Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Il y a Pete Buttigieg aussi qui est abordé. Le point négatif, c'est que ce genre de livre-là est toujours écrit à l'avance, c'est que il y a certains candidats qui ne sont déjà plus candidats. Ceci étant dit, ce sont tous des étoiles montantes du Parti démocrate, donc ce sont des candidats, des gens pour lesquels on va en entendre parler pendant des années, donc c'est pas plus mal d'en apprendre plus sur eux. Il y a le côté technique, c'est-à-dire que Jean-Éric Brana vous explique comment se fonctionnent les primaires du Parti démocrate, comment fonctionne l'élection présidentielle principale au mois de novembre, le système des délégués, le système des grands électeurs, etc., etc., qui n'est pas forcément facile à comprendre pour nous Européens, surtout Belges. Alors les Belges, ça n'a rien à voir. Les Français ont une présidentielle, mais bien plus simple que celle des États-Unis. Et puis, il revient sur plusieurs aspects. Il analyse les élections de mi-mandat de 2018, qui sont les dernières grandes élections qu'il y a eu aux États-Unis, et il nous donne son analyse sur ce que ces dernières élections pourraient nous apprendre pour celle de 2020. Il revient sur la défaite d'Hillary Clinton et pourquoi, selon lui, Hillary a perdu en 2016. Et il consacre forcément une grande partie sur Donald Trump, sur ses atouts, ce qui fait le pourquoi que Donald Trump est bien parti pour gagner, et puis sur ses faiblesses, et d'ailleurs il prend le pari, lui, que Donald Trump va perdre. Ne criez pas au scandale si vous êtes pro-Trump, ça n'a rien à voir avec il doit perdre parce qu'il est nul ou parce que c'est pas un bon candidat, machin. Il analyse le système politique américain, et pour lui le système politique américain est défavorable à Donald Trump, à l'inverse de 2016 où le système électoral était favorable à Trump. Bref, c'est vraiment un livre très bien fichu avec plein de petits sujets et tout, raconté très clairement. Donc voilà, si vous voulez, si vous vous intéressez au sujet, ça peut être intéressant, même si dans ce cas-là, vous risquez de déjà connaître pas mal de trucs évoqués. Et si vous n'y connaissez rien, mais que vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous documenter, etc., etc., eh bien, c'est une bonne entrée en matière. Et donc, maintenant, on va passer à la romance. Et je viens de m'en rendre compte, c'est deux livres de la même autrice. Donc, tout d'abord, j'ai lu The Player, le tome 1 de la saga The Player de K. Bromberg aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Alors, ici, on est dans l'histoire de Easton Wilder. Easton est joueur de baseball, joueur connu et reconnu et re-reconnu. Il est beau, il est riche, toutes les femmes le veulent, enfin bref, voilà, c'est de la romance. Et Easton a eu un petit souci technique. C'est-à-dire que pendant qu'il faisait son métier, donc pendant qu'il jouait au baseball, il s'est blessé à cause d'un joueur adverse, et donc il est incapable de rejouer, etc. Sauf qu'il a fait une grosse bêtise, c'est qu'au moment où il était blessé, qu'il était dans les vapes, qu'il souffrait, etc., ses employeurs lui ont fait signer un papier, papier qu'il a signé sans regarder, et papier qui l'oblige à être remis sur pied à telle date. Mais vraiment... genre dans 2 mois, quoi, alors que normalement il te faut 6 mois pour t'en remettre. Et donc ils vont engager la plus douée des kinésithérapeutes, c'est comme ça qu'on dit, ouais, pour le remettre sur pied, et évidemment, il va y avoir des bisous. Il va y avoir des bisous. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Alors tout d'abord, c'était le premier K. Bromberg que je lisais, et donc je découvrais son style, et je suis vraiment tombé amoureux de son style. Je trouve que c'est très fluide, c'est très addictif, ça se lit vraiment sans fin. Les chapitres sont plus ou moins courts, mais passent très vite. C'est un peu paradoxal, parce qu'il se passe pas énormément de choses. C'est pas le genre de romance avec des wow, hein, il n'y a pas des cliffhangers toutes les 10 pages, c'est pas un drama genre Colleen Hoover ou des trucs comme ça. C'est une romance assez
assez tranquille et détendu, mais il se passe pas mal de choses, suffisamment pour ne pas vous ennuyer. Et je pense que en fait je me suis pas ennuyée, tout simplement parce que pour deux choses. D'abord, il y a suffisamment de moments choupi, mimi, doudou, comme je les aime dans les romances. Hein. Moi, vous savez que c'est ce que je préfère dans les romances, c'est tous ces petits moments où on sent qu'ils tombent amoureux, où on sent que... Ah. C'est pour ça que les chroniques à l'oral sont plus faciles que les chroniques à l'écrit. Hein, parce que aller écrire... Et puis surtout, il y a le passé des deux personnages, puisque ils ont tous les deux un problème parental, si je puis dire. Alors pour Easton, c'est le fameux problème d'être dans l'ombre de son père, puisque son père était baseballer. Comment on appelle un joueur de baseball? Un, baseballer? Un joueur de baseball. Un, ba- oui, un joueur de baseball, comment est-ce qu'on dit ça? Mais enfin, il n'y a pas de mot. Un joueur de basket, c'est un basketteur. Un joueur de tennis, c'est un tennisman. Un baseman. Un baseballman. Bref, son père faisait le même métier que lui et son père est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps du basket et donc bah, Easton a vécu un petit peu dans l'ombre de son père et puis surtout Easton n'a pas eu le choix, enfin il s'est jamais posé la question de qu'est-ce qu'il allait faire dans sa vie. Son père était baseballeur, euh, il a toujours baigné dans dans ce milieu-là, etc. Et donc quand il a grandi, bah Easton est joueur de baseball. Et donc, bah, à certains moments, il se demande est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que je le fais parce que bah, c'est comme ça et que la vie a fait que, etc. etc. Et la jeune fille qui s'appelle Scout, je vous l'avais pas encore dit, la kiné, elle a un problème, c'est que son papa n'est pas dans sa meilleure forme et elle se met une pression énorme pour que son papa soit fier d'elle. Et elle se met une pression tellement terrible que ben, est-ce qu'elle vit encore vraiment? J'ai pas l'impression. Elle vit dans l'ombre de, de ce fantasme de réussir à rendre son papa fier. Et donc voilà, ils sont un petit peu heureux sans être heureux parce qu'ils ont tous les deux cette grosse valise à porter. Et c'est là quand même qu'on voit que ben, les parents parfois ils ont beau tout faire pour nous rendre heureux, ben parfois ils sont un petit peu maladroits et ils nous rendent un petit peu, pas malheureux, mais un petit peu, hein, voilà. J'ai beaucoup aimé le milieu du baseball. J'ai l'habitude de dire que j'aime bien le sport dans les livres parce que ça me permet d'avoir ce que je n'ai pas dans la vie, quoi. Moi et le sport, le seul sport que j'aime, vous le savez, c'est le tennis. Normalement, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et donc, j'ai beaucoup aimé l'univers du sport. Et puis, j'ai quand même été faire quelques recherches sur Internet parce que j'aime bien, quand je connais pas quelque chose, d'aller un petit peu regarder. Il y a des termes techniques. Alors, il faut pas aller vérifier les termes techniques pour comprendre l'histoire. On comprend très bien sans connaître, mais moi, j'ai quand même été un petit peu vérifier tous les petits termes techniques que je croisais par-ci par-là. J'ai été vérifier un petit peu vite fait les règles aussi. Donc, c'était plutôt chouette. Et alors, le cliffhanger de ce premier tome, mes aïeux. Le tome 2 sort le 5 mars. Moi, je vous conseille d'avoir les deux tomes sous la main avant de lire ce tome 1. Parce que le cliffhanger, c'est pas possible de nous faire ça. C'est pas possible. Oui, c'est comme ça que je termine ma chronique. Voilà, avec panache. Et donc, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est encore un Hugo, c'est encore un K. Bromberg. Il s'agit de Everyday Heroes de K. Bromberg, toujours chez Hugo, dans la collection New Romance. Ici, on change complètement d'univers, puisqu'on est avec Grant. Grant est un homme, et il est policier. Vous l'auriez jamais deviné tout seul, hein. Et l'héroïne s'appelle, attendez, parce qu'elle a un surnom, il me semble, Amy. Mais Amy, c'est pas son vrai prénom. Je crois que son prénom complet, c'est Emerson. Et donc, Grant et Amy sont copains depuis toujours, depuis tout gamin. Et Amy a
a un problème quand elle est jeune fille, c'est que elle se fait, est-ce que je peux le dire? Moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment un spoil parce qu'on le comprend dès le début. Enfin c'est vraiment, c'est pas dit clairement, mais c'est tellement dit. C'est comme, je sais pas moi, vous donner un exemple. Si votre conjoint veut faire tagadam boum boum avec vous, mais ne vous le dit pas clairement, il vous le dit de manière, vous avez très vite compris qu'il a envie de faire tagadam boum boum. Vous voyez? Bon, bah là, on nous dit que Amy a des problèmes avec son papa et pas juste elle ne s'entend pas avec lui. Mais elle a des problèmes physiques avec son papa et c'est pas seulement le frapper, la frapper. Vous avez compris? Voilà. En clair, son papa est bon pour se faire trucider. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent, ces gens-là. Bref, Amy se confie à son meilleur ami Grant. Et Grant, alors, premièrement, il est d'apprendre ça. Mais en plus de ça, il comprend pas très bien le terme qui commence par V, qui termine par L. Et donc, il demande à sa maîtresse qu'est-ce que ça veut dire. Vieux. Hein, voilà. Et sa maîtresse lui dit mais pourquoi tu me demandes ça toi, qu'est-ce qui se passe et machin et bidule. Et puis Grant dit bah c'est Amy qui m'a parlé de ça parce qu'elle a ça avec son papa. Et Amy considère que Grant l'a trahi. Et donc ils se perdent de vue, on est 20 ans plus tard, ils se retrouvent, Grant a toujours été amoureux d'Amy, il veut se remettre avec elle, mais elle ne veut pas. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec Amy. C'est paradoxal parce que je suis tellement fragile, moi. Je suis tellement une petite nature douillette et machin et bidule que si moi je vivais la même chose qu'Amy, je le sais, c'est pas la peine de le dire, c'est pas la peine de me dire mais non Ludo tu te reconstruirais parce que t'es fort, machin, c'est des conneries, tout ça. Moi, personnellement, il m'arriverait un truc comme ça, je serais mort de l'intérieur, c'est fini. Je suis pas quelqu'un de courageux et de fort, je suis quelqu'un de très... Donc c'est très paradoxal parce que je la comprends et pourtant elle m'a énervé. Elle m'a énervé. En fait, Amy ne veut pas sortir avec Grant. Pourquoi elle ne veut pas sortir avec Grant? Parce qu'elle trouve qu'il l'a trahi quand elle était petite, parce qu'elle ne peut plus avoir confiance envers les hommes, parce qu'elle elle ne veut pas tomber amoureuse, parce qu'elle préfère fuir ses souvenirs d'il y a 20 ans, etc. etc. Ce qui, quand on sait ce qui lui est arrivé, est somme toute logique. Quand vous vous faites... quand vous avez des ennuis comme ça avec un homme, forcément après vous n'avez plus confiance aux hommes. Quand quelqu'un vous trahit, là dans ce cas-ci je trouve que Grant n'a pas vraiment trahi Amy, mais elle se sent trahie. Quand vous vous sentez trahi, vous avez beaucoup de mal à redonner votre confiance à celui qui vous a trahi selon vous. Enfin bref, je trouve que toutes ces raisons sont normales. Le seul souci c'est que alors je sais pas, je pense que ça tient à la manière dont est racontée l'histoire, dont est faite l'histoire. Si l'autrice nous aurait dit dès le départ, Amy veut pas sortir avec Grant parce que ça et ça serait peut-être passé. Le problème c'est qu'ici, Amy dit non, je veux pas sortir avec Grant. On lui dit bah pourquoi? Bah parce que je peux pas lui faire confiance. Alors il y a tout l'histoire qui se déroule. Hop, elle comprend qu'elle peut refaire confiance à Grant, ça va mieux, ah ben je vais me mettre avec Grant, on va vivre le grand amour, et puis au moment où ils se mettent ensemble, non mais je veux pas me mettre avec Grant, ah bon et pourquoi? Parce que je peux pas avoir confiance aux hommes, non, après ce qui m'est arrivé, je peux pas. Ah, bon, ah ben il y a toute l'histoire, ça s'arrange, et puis on arrive au moment où, ah ben ça y est, j'ai de nouveau confiance aux hommes, je peux me mettre avec Grant, ah, ils vont se mettre ensemble, ah ben non, je peux pas me mettre en couple avec Grant, ah bon, et pourquoi? Ben à cause de ça, et puis ils vont se mettre ensemble, et puis, ah ben finalement je peux pas me mettre avec Grant, ah bon, et pourquoi? À cause de ça, ah, et du coup, toutes les raisons ont beau être bonnes, on a beau comprendre toutes les raisons, ben, au bout d'un moment, on en a marre. Parce que c'est... En fait, tu as l'impression que l'autrice a à chaque fois remis une couche, à chaque fois remis une excuse pour, pour que le livre fasse 500 pages, 600 pages, 470 pages. C'était tout le temps, je veux pas, pour ça, ça s'arrange, on se met ensemble, finalement je peux pas à cause de ça, ça s'arrange,
on se met ensemble, finalement je peux pas. Et au bout d'un moment, vous avez l'impression que ça tourne en rond, et au bout d'un moment, vous en avez marre, vous vous dites, oh Amy, c'est bon quoi. Alors qu'elle a raison, et alors qu'on la comprend. Mais j'ai eu beaucoup de mal à cause de ça. Voilà. Sinon, j'ai le style de K. Bromberg est le même que de Player. J'ai beaucoup aimé le style. J'ai beaucoup aimé l'environnement du policier. Alors moi, vous me mettez un policier, un pompier, un médecin, un militaire, tous ces métiers-là, moi je suis conquis d'avance. Non pas forcément parce que je fantasme sur eux, mais ce sont tous des métiers dont moi je suis complètement admiratif. Je trouve que ce sont des métiers où les hommes font preuve d'un courage, d'une abnégation, d'une force que je n'ai pas personnellement. Et se mettre au service des autres, se mettre en danger pour les autres, etc. Je trouve ça du... Est-ce qu'il y a mieux dans l'humanité que de se mettre soi-même en danger pour le service des autres? Ou soi-même, il n'y a pas forcément de danger quand on est policier, mais est-ce qu'il y a mieux dans l'humanité que de, je sais pas moi, quand vous avez pas beaucoup de sous, vous vous privez d'acheter un livre pour l'offrir à quelqu'un d'autre, vous vous mettez pas en danger, mais vous mettez sur le côté pour faire plaisir aux autres. Ben voilà, c'est des métiers qui me touchent beaucoup tout le temps. Donc voilà, moi vous me mettez un policier, c'est bon, vous m'avez déjà à moitié dans votre poche. Et donc voilà, bon, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le cadre familial de Grant, puisqu'on rencontre sa maman, son papa et ses frères. J'ai beaucoup aimé, maintenant que j'y pense. Voilà, ça me vient maintenant au plein milieu de sa chronique, il se dit, bah dites donc. J'ai beaucoup aimé parce que c'est le genre de famille, vous savez, où on sent tout de suite qu'ils ont le cœur sur la main, qu'ils sont prêts à accueillir n'importe qui, et puis surtout, ils sont soudés, collés l'un à l'autre, ils sont là l'un pour l'autre, ils sont au service l'un de l'autre, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, ils savent que ils vont être soutenus et tout, enfin bref, voilà, moi qui n'ai pas de famille. Ça me touche toujours beaucoup aussi. Bref, voilà, demi-teinte avec ce livre-là, j'ai presque tout aimé, sauf cette histoire d'Amy. Et pourtant, je la comprends, mais je pense que c'est une question de comment est racontée l'histoire que ça ne m'a pas trop... que ça m'a un petit peu ennuyé. Voilà, voilà. Et du coup, eh bien, c'est comme ça que se termine cet update. J'espère qu'il vous a plu. On est à 27 minutes, un petit peu plus long cette fois-ci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres-là et si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord aussi, tout, évidemment. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.